Un podcast ici. C'est une barre toute symbolique, la barre des 8000 mètres d'altitude. Sur Terre, seuls 14 sommets la dépassent, parmi lesquels, bien sûr, l'Everest. La conquête de ces montagnes géantes a d'abord été une compétition entre les nations avant de devenir un challenge plus personnel entre alpinistes, celui qui consiste à collectionner les 14 sommets. Ce challenge, il a été imaginé et parachevé par Reinhold Messner en 1986. Et de quelle manière Messner a réalisé ses ascensions sans bouteille d'oxygène, souvent par des voies nouvelles et parfois seul. C'est un exploit proprement hallucinant. Il a donné naissance à un mythe, le mythe des 14 8000. Je m'appelle Lionel Cariou et je vais vous raconter l'invention de ce mythe, comment il a évolué au cours du temps et comment il est devenu, pour certains, une course de vitesse. Témoin de cette évolution, l'alpiniste Sophie Lavaux. Avant elle, aucun Français n'avait réussi à boucler la prestigieuse liste. Exemple de ténacité, Sophie a terminé sa quête en 2023. Elle a mis 11 ans à accomplir ses 14 travaux d'Hercule. La folie des hauteurs, un podcast ici. Des histoires de montagne à couper le souffle. Sophie Lavaux est le mythe des 14 8000. J'ai très vite été attirée par l'altitude finalement, par le fait d'aller toujours un peu plus haut. Je rencontre Sophie Lavaux au mois d'août 2023 à Chamonix. Elle revient tout juste du Pakistan où elle a gravi le Nanga Parbat, le dernier sommet qui manquait encore à sa liste. Souriante, le teint hâlé, elle porte à son poignet droit une collection de bracelets colorés. Il y en a 14, un pour chacun des sommets de 8000 mètres qu'elle a escaladés. C'est la première Française, hommes et femmes confondus, à réaliser cette prouesse. Oui, c'est moi la première personne en France qui réussit ça. Et c'est vrai que je commence un petit peu à en mesurer l'impact parce que ça commence à être très célébré et je suis très très touchée de toutes ces attentions. Mais à nouveau, je ne l'ai pas fait pour ça. Donc je prends ça comme des cadeaux et puis une forme de reconnaissance qui fait finalement très plaisir. Pour être tout à fait précis, Sophie Lavaux possède plusieurs passeports. Elle est donc aussi la première Suissesse et la première Canadienne à boucler la liste des 14 8000. D'un naturel plutôt discret, elle assure n'avoir rien d'une superwoman. Pourtant, il faut insister, elle a réussi ce que beaucoup rêveraient de faire. Ce n'est pas facile de savoir ce que Sophie Lavaux ressent à l'intérieur d'elle-même. La carapace ne se fend pas facilement. Alors, je l'écoute me parler de ses débuts, ce moment où elle a pris goût à l'alpinisme. J'aime bien démarrer un petit peu l'histoire sur un Mont Blanc que j'ai gravi en 2004 avec un ami où on s'est fait le pari qu'on allait au sommet du Mont Blanc cette année. Et c'est vraiment pour moi le déclic de cette envie finalement de toujours aller un petit peu plus haut. Donc j'ai organisé mes vacances, parce que je travaillais en entreprise à l'époque, mes vacances, mes loisirs, enfin tout mon temps libre pour essayer d'aller toujours un peu plus haut. Et c'était finalement des bons prétextes de voyage, parce que après le Mont Blanc, il faut partir des Alpes. Donc ça a été beaucoup en Amérique du Sud, et puis donc 5000, et puis 6000 mètres, et puis 7000 mètres. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis arrivée à la barre des 8000. 8000 mètres d'altitude, c'est une frontière invisible, symbolique, une frontière au-delà de laquelle la vie ne tient qu'à un souffle. Au fil de ses expéditions, Sophie Lavaux est parvenue à apprivoiser cet univers extrême. En 2004, au Mont Blanc, elle était une novice. Aujourd'hui, elle est une himalayiste accomplie, l'une des rares sur Terre à pouvoir revendiquer l'ascension des 14 plus hauts sommets. D'ailleurs, j'en profite pour vous les présenter, ces 14 8000. Alors vous connaissez bien sûr l'Everest, c'est le plus haut avec ses 8848 mètres d'altitude. Il se situe sur la frontière entre le Népal et la Chine. Le Népal compte sur son territoire 8 sommets de plus de 8000 mètres, certains situés sur ses frontières avec la Chine ou l'Inde. Il y en a un qui est entièrement en Chine, c'est le Shishapangma. Les autres sont beaucoup plus à l'ouest, dans le massif du Karakoram, au Pakistan.
Et là aussi, certains sommets se trouvent sur la frontière avec la Chine. Ces 8000 ont tous été gravis pour la première fois entre 1950 et 1964 par des expéditions lourdement équipées. Il a donc suffi d'à peine 15 ans pour que la très haute altitude perde son statut de terra incognita. À cette époque, les expéditions étaient des expéditions nationales. Par la suite, des grimpeurs chevronnés et ambitieux se sont mis à organiser leurs propres expéditions en Himalaya ou dans le Karakoram. Et l'idée a germé de collectionner les 14 8000. Cette course à l'exploit, cette compétition pour savoir quel alpiniste est capable de réussir le premier des 14 8000, ce sont les journalistes qui l'ont inventé. L'homme que vous venez d'entendre est une légende, Reinhold Messner, ici interviewé à la télévision en 1987, au 2e étage de la Tour Eiffel. Et l'idée, en fait, je l'ai eue en 1982 sur le Broad Peak. J'ai fait une seule erreur. J'en ai parlé dans une conférence de presse. D'autres grimpeurs ont repris l'idée et la compétition est apparue. J'ai appris que je ne devais jamais dévoiler mes idées avant de les avoir réalisées. Je n'aime pas vraiment la compétition. J'aime réaliser mes idées tranquillement, artistiquement. J'aime le calme pour m'exprimer. Ces 14 8000 n'étaient pour moi pas aussi importants que chaque ascension prise séparément. En fait, après avoir réalisé de nombreuses idées, ça aboutit à une somme. C'est ça, ces 14 8000. Reinhold Messner, vous l'avez entendu, parle en allemand. En fait, il est italien, originaire du Sud-Tyrol. Et c'est surtout un grimpeur virtuose. Sa carrière d'himalayiste commence en 1970 lorsqu'il est invité, avec son frère cadet Günther, à rejoindre une expédition allemande au Nanga Parbat, un sommet de 8126 mètres situé au Pakistan. Le 28 juin, par une météo incertaine, Reinhold Messner part en solitaire pour le sommet sans oxygène supplémentaire et par une voie jamais explorée jusque-là, sur le versant Rupal. Son frère Günther s'élance après lui sur un coup de tête et parvient à le rejoindre au prix d'un immense effort. Les deux Messner arrivent au sommet, mais Günther est épuisé. La descente vire à la tragédie, le cadet est emporté par une avalanche. Reinhold, lui, survit. Ce drame aurait pu le briser et l'éloigner définitivement des montagnes. Mais non, il fait le choix d'y retourner. Et il commence à enchaîner les plus hauts sommets du globe. En 1972, il coche le Manaslu au Népal par la face sud, puis le Gacharbroum 1 au Pakistan en 1975. Et puis en 1978, Reinhold Messner tente l'Everest. Mais attention, toujours à sa manière, c'est-à-dire sans oxygène supplémentaire. Il est accompagné par l'Autrichien Peter Habeler. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, les scientifiques s'interrogent encore pour savoir s'il est humainement possible de monter en haut de l'Everest sans oxygène supplémentaire. Eh bien, Messner et Habeler, par un exploit retentissant, apportent la preuve que oui, c'est possible. À peu près à la même époque, un autre alpiniste tout aussi brillant, le Polonais Jerzy Kukuczka, se lance à son tour dans l'aventure des 8000. Un concurrent qui va venir, disons, titiller l'Italien. L'idée que la réalisation des 14 8000 soit reprise par quelqu'un d'autre a aiguillonné ma fierté. Je suis ambitieux, ça je le reconnais. Je voulais être le premier à réaliser cela. C'est pourquoi j'ai pris des risques relativement gros. En 1986, il atteint la cime de son 14e et dernier 8000, le Lhotse, juste à côté de l'Everest. Reinhold Messner a réussi son pari. Il entre dans la légende. Il faut maintenant que je vous fasse écouter Rodolphe Paupier. Rodolphe est ce que l'on appelle un chroniqueur himalayen, un spécialiste de la très haute altitude. À partir des années 80 et de cette compétition en particulier avec Jerzy Kukuczka, là c'est vrai que le premier homme à réussir les 14 a fait passer ce concept en fait pour l'histoire et pour un peu l'éternité comme une espèce de Graal en fait de l'alpinisme en Himalaya, quoi. Kukuczka, le Polonais, bouclera sa liste un an après Messner. Un défi au départ personnel s'est donc transformé en challenge collectif. Un challenge risqué. Dans les années 1990 et 2000, plusieurs alpinistes français, tous très expérimentés et très doués, y ont laissé la vie. Benoît Chamou, Chantal Mauduit, Jean-Christophe Lafaille sont tous morts sur des 8000. Comme Messner, il n'utilisait pas d'oxygène supplémentaire. Ce mythe des 8000
longtemps réservé aux alpinistes de très haut niveau, s'est récemment diffusé chez d'autres catégories de grimpeurs. Au début, c'était vraiment très restreint dans les années 80. Dans les années 90, ça s'est pas mal développé, notamment sur l'Everest. Mais c'était généralement opéré par les opérateurs étrangers, beaucoup occidentaux. Ces opérateurs ont transformé les camps de base, à l'origine assez rudimentaires, en de petits villages bien ravitaillés, avec de plus en plus de confort. Et ils se sont appuyés sur les Sherpas népalais pour installer des cordes fixes afin de faciliter la progression vers les sommets. Dans les années 2010, face à l'augmentation croissante du nombre de candidats au 8000, ces Sherpas ont renforcé leurs compétences et certains ont pris les rênes du business. Il n'y a qu'eux qui sont capables de faire ça aujourd'hui. C'est-à-dire d'équiper de la base au sommet une voie normale de 8000 et d'emmener des centaines de clients dessus, quoi. Le domaine de la haute altitude s'est donc ouvert au cours des dernières années. Je n'oserais pas dire démocratisé, parce qu'une expédition coûte quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Sophie Lavaux, qui depuis son Mont Blanc en 2004 a franchi scrupuleusement les différents paliers d'altitude, se lance dans l'aventure des 8000 en 2012. J'ai eu cette opportunité de partir sur une expédition. C'était une expédition suisse et je suis partie donc au Shishapangma. Le Shishapangma en Chine, c'est le plus petit des 8000. Il fait très exactement 8027 mètres. Et là, on a fait en fait le sommet central et 11 jours plus tard, parce que de nouveau j'avais du temps, on est parti, on a tenté le Cho-Oyu et j'ai fait le sommet du Cho-Oyu dans la foulée cette même saison. Le Cho-Oyu, sur la frontière entre le Népal et la Chine, est considéré comme un 8000 facile, avec des guillemets. Si on fait le bilan de cette première expérience en Himalaya, Sophie Lavaux revient avec 2 sommets dans ses bagages. Alors, mon rêve d'aller à 8000 était atteint, sauf que ça m'a beaucoup plu, et surtout ce monde des expéditions. Et je me suis dit, dans cette quête un petit peu d'altitude, le Graal, de nouveau, c'est l'Everest. Mais attention, l'Everest, c'est une autre affaire. D'abord parce que c'est le sommet des sommets, avec ses 8848 mètres d'altitude, et puis il affiche aussi des tarifs mirobolants. Sophie se met alors en quête de sponsors pour boucler son budget, et pour les convaincre, elle dispose d'un atout. Elle partira avec l'alpiniste et réalisateur François Damilano, qui veut faire un film sur son aventure. Après 2 mois d'expédition, ils réalisent leur objectif le 25 mai 2014. Atteindre le sommet de l'Everest, c'est quand même avoir les 2 pieds sur le point culminant de la planète. D'un point de vue émotion, c'est quelque chose de très très particulier et de très fort. J'ai cette photo que François a prise d'ailleurs au sommet, où j'ai les 2 bras en l'air et puis dans l'angle de mon épaule, on voit le Makalu, qui est aussi une des preuves de ce qu'on voit au sommet de l'Everest, bien sûr. C'est quelque chose qui évidemment restera gravé à vie. Mais de nouveau, quand je suis redescendue de l'Everest, je me suis dit, mais j'ai pas du tout envie de m'arrêter là, finalement. C'est là où j'ai vraiment commencé à avoir cette idée, donc ce rêve, ce Graal, ce rêve un peu dingue, d'organiser ma vie pour pouvoir tenter le challenge des 14. À 46 ans, Sophie Lavaux prend une décision radicale. Elle quitte son travail dans l'événementiel à Genève pour se consacrer à cette quête. Il lui reste alors 11 sommets à gravir. Mettre les 14 8000 au centre de sa vie, c'est grisant, mais ça représente aussi beaucoup de sacrifices. Sophie n'a pas d'enfant, mais elle doit tout de même vivre plusieurs mois par an, loin de ses proches. Je comprends que là-bas, au pied des montagnes du Népal ou du Pakistan, elle a fini par se sentir chez elle. La vie en altitude, c'est très particulier. Après, donc, il y a vraiment un lieu de vie qui s'appelle le camp de base, qui est en fait le camp qui est monté au début de chaque expédition et qui est vraiment le lieu de vie, où vraiment on prend toutes les décisions, où se décide donc la stratégie d'ascension. On est un petit peu coupé du monde, c'est très cosmopolite, donc il y a des experts et des grimpeurs qui viennent de plus en plus de tous les pays du monde. C'est vrai qu'il faut faire abstraction de sa féminité, de plein de choses, il faut accepter l'inconfort.
même si ces dernières années, le confort au camp de base s'est amélioré avec des tentes de qualité, il y a des matelas qui sont plus confortables, etc. Enfin bon, on passe quand même 2 mois dehors, quoi. Moi, j'aime cette vie-là. J'essaye, et je pense que ça, vraiment, j'y suis arrivée, de m'entourer de gens vraiment compétents. Parce que toute seule en Himalaya, je ne vais pas aller bien loin, moi. Donc, il y a eu la rencontre avec Dawa Sangé Sherpa au K2 en 2018. On a fait 12 expéditions ensemble, réussi 7 sommets. Donc, il fait vraiment partie de l'aventure. Je ne peux pas ne pas citer Jan Gizendaner, qui est le météorologue qui m'a accompagné sur je ne sais pas combien d'expé en fait. Je crois qu'on a commencé à travailler ensemble en 2017. Le go final, c'est Yann qui le donne. Moi, je fais que suivre sa prévision. Voilà, donc c'est tous ces gens qui m'entourent. Si on n'a pas un bon cuisinier au camp de base et qu'on est tous malades, on ne va jamais aller au sommet. S'il n'y a pas une bonne équipe de tête qui va sécuriser les parties techniques en corde fixe, ça va devenir beaucoup plus compliqué, etc., etc. Donc je pense que c'est vraiment des réussites d'équipe, en fait. La très haute altitude reste un milieu hostile, dangereux, où de nombreuses vies ont été emportées. Le froid, le manque d'oxygène, mais aussi les tempêtes et les avalanches sont autant de pièges tendus. En 2014, l'année où Sophie Lavaux a escaladé l'Everest par le versant tibétain, de l'autre côté de la montagne, versant népalais, 16 Sherpas ont été tués par une chute de sérac. Sophie a toujours tenté de réduire au maximum les risques. Elle a utilisé les bouteilles d'oxygène sur la plupart des sommets, mais uniquement au-dessus du dernier cran d'altitude. Et elle l'a fait, dit-elle, surtout pour réduire le risque de gelure. Elle a aussi choisi d'emprunter les voies normales, mieux connues et mieux équipées. En 11 ans d'expédition, Sophie ne s'est jamais blessée, pas la moindre égratignure. Quand on y pense, c'est assez remarquable. Mais n'allez pas croire que cette aventure a été un long fleuve tranquille. Sophie Lavaux a fait preuve d'une extraordinaire ténacité. Car ces sommets, elle ne les a pas tous réussis du premier coup. Et non, pour gravir les 14 8000, elle a dû partir 22 fois en expédition. Je dis toujours, moi je suis pas très forte et naturellement je pense pas être très très douée d'une façon générale. Je pense que je suis très prudente aussi, je doute beaucoup. Donc quand je vois que le danger il est trop présent, je fais demi-tour en fait. Ça a été le tremblement de terre de 2015, l'avalanche au K2, le manque de cordes sur un Kanchenjunga, sur les parties sommitales où j'ai fait le choix de ne pas y aller, etc. C'est une météo déplorable sur un Dhaulagiri en 2018, etc., etc. Donc il y a plein de circonstances ou de situations comme ça qui fait qu'on est obligé de... Enfin, j'ai fait le choix d'abandonner. Ça fait partie du jeu. La montagne, elle reste, donc elle va rester là encore un moment. Donc, après, c'est clair qu'il faut vraiment retrouver l'énergie pour tout remettre en place pour retourner. Sophie Lavaux a dû renoncer à 6 reprises. Et 2 fois, elle est retournée sur un sommet qu'elle avait déjà gravi. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est rendue compte, après coup, qu'elle n'avait pas atteint le point culminant. Elle a donc refait le Shisha Pangma et surtout le Manaslu. Arrêtons-nous un instant sur ce cas emblématique du Manaslu. Pendant longtemps, la plupart des expéditions s'arrêtaient à une antécime dont on pouvait penser que c'était le vrai sommet. Mais en 2021, un survol en drone a permis d'affirmer avec certitude que le vrai sommet se trouvait un peu plus loin sur l'arête. Alors on parle de quelques dizaines de mètres de différence, c'est pas grand-chose. Mais le sommet, c'est le sommet, le point culminant, c'est clair. Donc Sophie Lavaux, persuadée d'avoir empoché le Manaslu en 2017, doit se rendre à l'évidence. Si elle prétend boucler la liste des 14 8000, il lui faut y retourner, ce qu'elle fait en 2022. Entre l'antécime atteinte en 2017 et le vrai sommet, dans des conditions très particulières, parce qu'on était tout seul au sommet, parce que la météo était très incertaine, j'ai mis 20 minutes pour atteindre le vrai sommet. Donc c'est vrai qu'en redescendant, j'ai dit tout ça pour ça. Eh oui, Sophie Lavaux a voulu faire les choses dans les règles. Au printemps 2023, il ne lui reste donc plus qu'une seule case à cocher dans son carnet d'aventures verticales,
le fameux et terrible Nanga Parbat. Une dernière ascension où elle va assister à l'évolution la plus récente du mythe des 14-8000. Quatre ans auparavant, un coup de tonnerre est venu secouer ce petit monde de la très haute altitude. Le Népalais Nimsdai, ancien militaire des forces spéciales britanniques, établit un nouveau record. Il a mis, écoutez bien, 6 mois et 6 jours pour gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Netflix s'empare de l'exploit et en fait un documentaire qui va lui donner un retentissement mondial. The biggest strength I have is I have no fear. Nothing is impossible. Voilà le mythe totalement revisité. Désormais, il ne s'agit plus de collectionner les 14-8000, mais de le faire le plus rapidement possible, avec oxygène bien sûr, et en mobilisant au passage une énorme machine logistique. Et à ce jeu-là, c'est une Norvégienne qui va affoler les compteurs. Elle s'appelle Kristin Harila. Lorsque Sophie Lavaux arrive au pied du Nanga Parbat, son dernier sommet, en mai 2023, elle se retrouve au cœur de cette histoire. Parce que Kristin Harila est là, elle aussi. Partie 2 mois plus tôt seulement, elle attaque déjà son 10e sommet. Or, en ce printemps, les conditions ne sont pas bonnes du tout. Mais comme le raconte très bien Ulysse Lefebvre, qui était présent, l'arrivée de la Norvégienne va changer la donne. Ulysse est journaliste au magazine en ligne Alpine Mag. Au Nanga Parbat, il travaille comme caméraman aux côtés du réalisateur François Damilano. Une fois que Kristin Harila est arrivée, on a vu débouler un boulet de canon au camp de base et 3 jours après, tout le monde était en haut. Donc c'est quelqu'un qui a une grosse condition physique dès le début et qui en même temps bénéficie de toute cette logistique personnelle qui est mise à sa disposition avec des liaisons entre les différents camps de base des 8000 en hélicoptère. Quelqu'un qui a aussi un projet qui était un peu le projet de sa vie, donc elle se posait pas de questions. Donc pour elle, c'était assez évident que le Nanga Parbat, elle allait le faire. Et c'est ainsi que le 23 juin 2023, Sophie Lavaux et Kristin Harila, chacune de leur côté, avec leur équipe respective, parviennent au sommet du Nanga Parbat, là où tout avait commencé pour Reinhold Messner en 1970. Messner a mis 16 ans pour gravir les 14-8000, et souvenez-vous, c'était sans oxygène. Il a fallu 11 ans à Sophie Lavaux, à peine plus de 6 mois pour Nimsdai. Kristin Harila a mis 3 mois, 92 jours exactement. Quel rétrécissement du temps incroyable! J'ajoute qu'en 2024, Alasdair Mackenzie est devenu le 2e Français et le plus jeune Européen à avoir grimpé les 14 sommets les plus hauts de la planète, à seulement 20 ans. Oui, 20 ans. Alors que reste-t-il aujourd'hui du mythe des 14-8000 ? En septembre 2025, on a vu Andrzej Bargiel, le Polonais, descendre l'Everest intégralement à ski et sans oxygène, puisque ça avait déjà été fait mais avec oxygène. Donc lui, il a mis des moyens assez nobles pour gravir la montagne et ensuite la descendre. Il avait déjà gravi le K2 et skié le K2. Donc les descentes, effectivement, ça peut être une idée. Après, on attend tous aussi de nouvelles voies techniques sur les sommets à 8000. On parle beaucoup de la face sud-ouest de l'Everest. On parle d'autres sommets de 8000 qui mériteraient de voir des ascensions sur des voies techniques. Mais aujourd'hui, la tendance est peut-être plutôt sur les sommets de 7000, qui sont plus nombreux aussi. Et on sait aussi que les alpinistes qui vont chercher ces voies techniques cherchent aussi la tranquillité et la solitude, et c'est rarement autour des 8000 qu'on les trouve. Et maintenant, pour Sophie Lavaux, une autre question se pose. Que faire lorsque l'on a réalisé le rêve d'une vie ? Le rêve est achevé, le rêve a pris forme. Alors je pense un peu trop tôt, parce que là je suis vraiment bien occupée pour voir s'il y a un vide, mais je me connais, je pense que ça va vite être remplacé et comblé par d'autres choses. 22 expéditions à plus de 8000 mètres, c'est pas rien et c'est dangereux. Donc je pense que c'est bien que le livre des 8000 il se ferme. Alors je vais pas arrêter de grimper, je vais pas arrêter d'aller en montagne, je pense que ça fait vraiment partie de ma vie. Mais ça ouvre l'opportunité de faire plein d'autres choses. Donc je me réjouis de ça. C'était Sophie Lavaux et le mythe des 14-8000. Un récit documentaire de Sophie Queneau, rédaction en chef Lionel Cariou, réalisation Simon Berthier, production Christine Simeone Giocanti, studio de création ici.
Pour écouter d'autres épisodes de La Folie des hauteurs, rendez-vous dès maintenant sur le site ici.fr, l'application Radio France ou votre plateforme de podcast préférée. À bientôt!